Mesdames, Messieurs, je suis ravie d'être parmi vous et j'espère pouvoir vous intéresser avec mon histoire sur le luxe à Paris au XVIIIe siècle. Donc j'ai intitulé cette conférence « Mode, luxe, innovation, Paris, capitale européenne du luxe au XVIIIe siècle ». Et je vais démarrer par une introduction que je fais toujours un peu costaude, parce que bon, c'est le propre des historiens de toujours contextualiser leur champ de recherche avant vraiment d'entrer dans le sujet. Et donc, je vais vous présenter une introduction que j'ai titrée « Croissance des échanges, croissance de la consommation », pour donc vous faire entrer doucement dans ce XVIIIe siècle. Paris est marqué depuis le Moyen-Âge par la vigueur du commerce de luxe, un commerce qui est favorisé par la prodigalité des courtisans et des riches, par la concentration d'artistes et d'artisans qualifiés et par une main-d'œuvre disponible nombreuse. Le faste de la cour royale, l'affluence des prélats et des seigneurs ont stimulé les industries du luxe qui font déjà la réputation de Paris au milieu du XIIe siècle. Je fais cette introduction pour vous montrer à quel point tout ne naît pas au XVIIIe siècle, mais c'est dans la continuité d'un long passé. Donc ces industries de luxe qui font déjà la réputation de Paris au Moyen-Âge, ce sont en particulier la draperie, la mercerie, tout ce qui concerne le vêtement, les armes, l'orfèvrerie. Et c'est, je cite les termes, joyaux de Paris, vendus aux foires de Champagne, dont la fabrication s'était installée sur la rive droite, près du pont au Change, qui était vraiment le cœur du Paris marchand, rue de la Joaillerie et des 5 Diamants. Les rues l'indiquent bien, le nom des rues. Bien avant le XVIe siècle, les rois, les reines, les princes ont attiré dans leurs palais artistes et artisans renommés d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne ou des Flandres. S'y sont ajoutés les réfugiés et les immigrants à la recherche de la réussite. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Colbert a recruté de nombreux ouvriers qualifiés étrangers pour lancer les manufactures royales, comme le Hollandais Van Robey pour la manufacture de draps d'Abbeville. C'est ainsi que certains savoir-faire, jusqu'alors mal connus des Parisiens, leur sont devenus peu à peu familiers, comme la taille des diamants et des pierres précieuses que maîtrisaient les artistes flamands, la reliure en cuir doré dont la technique venait d'Italie, ou encore le travail sur l'ébène, d'où le mot ébénisterie, originaire d'Allemagne et des Flandres. Au XVIIIe siècle, les circulations, notamment franco-britanniques, continuent de s'exercer, tandis que Paris s'affirme comme l'un des grands centres européens de mode et du luxe, tant du point de vue de la production que de la consommation, puisque c'est important de noter que Paris était un très grand centre de production d'industrie de luxe et non pas seulement de consommation. Ce qui fait le propre de Paris, et c'est pourquoi je vous ai mis cette première citation, c'est extrait donc du Dictionnaire universel de commerce de Jacques Savary des Brulons. Ce qui fait donc la renommée de Paris au XVIIIe, c'est tout ce qui concerne la quincaillerie de luxe. Je veux dire par là les boucles, boutons, boîtes vernis, médaillons, faux bijoux, chinoiseries, services de table, coutellerie et j'en passe. Ce qui fait aussi la renommée, c'est tout ce qui concerne la sellerie, l'orfèvrerie, la reliure, les appareils de précision comme l'horlogerie. Je terminerai mon propos ce soir par cela, mais aussi la verrerie et j'arrête là la liste. Les papiers de négociants parisiens attestent l'insertion de la ville dans de vastes courants de redistribution régionaux et internationaux. D'une part, à l'intérieur du royaume, les négociants parisiens sont des intermédiaires obligés pour de nombreuses manufactures de province, comme Lyon ou Nîmes, et d'autre part, des places commerçantes comme Lyon, Bordeaux ou les grandes foires françaises jouent le rôle de relais de la production parisienne vers des clientèles plus lointaines, comme l'Espagne, l'Europe centrale et orientale ou les Amériques. Les fameuses poupées apprêtées par les marchandes de mode de la rue Saint-Honoré font le tour des cours européennes. Et à Venise, rappelle l'historien Fernand Braudel, une des plus anciennes boutiques a pour enseigne, la Piavola de Franza, donc la poupée de France. Et la capitale est célébrée par les guides, la presse de mode ou les almanachs parisiens comme étant la capitale européenne de la mode. Donc bon, ça fait un certain temps que cette citation, vous avez dû la lire, donc je vais passer à la seconde,
qui là est extraite, pareil, qui est extraite, donc pas d'un dictionnaire cette fois, mais d'un almanach royal, tablette royale de correspondance, où vous avez à nouveau cette présentation générale, globale, du commerce de Paris. Et là, vous voyez, ça date de la fin du siècle, 1789. Dans cette dynamique d'accélération des échanges et de diffusion des consommations, dans ce rôle affirmé que prend Paris au XVIIIe siècle, les boutiques ont joué un rôle important. Je reprends à nouveau Fernand Braudel qui a écrit ces mots à leur propos. Première concurrence au marché, cellules restreintes, innombrables, elles sont un autre outil élémentaire de l'échange. Effectivement, leur importance croissante dans les échanges tranche par rapport à la prédominance ancienne d'un commerce itinérant, sectorisé ou périodique, au demeurant toujours vivace au XVIIIe siècle, c'est-à-dire le colportage, les foires, les marchés. Le nombre des boutiques augmente partout, dans les capitales comme dans les provinces. Elles constituent un élément central dans l'essor des consommations. Simples ou sophistiquées, médiocres ou luxueuses, elles offrent à des consommateurs divers et de mieux en mieux informés des gammes de produits et de prix élargis. La variété, l'étendue du choix, la disponibilité, l'adaptabilité, la publicité, j'y reviendrai, le crédit accordé, autant de facettes qui expliquent le succès des boutiques. Les marchands de nouveautés, alors je veux dire par là, je vais faire à nouveau une assez longue énumération, ce qu'on entend par marchand de nouveautés, pour vous montrer un peu cette variété du commerce de luxe de l'époque. Cela peut être donc des épiciers, des parfumeurs, des ébénistes, tapissiers, éventaillistes, marchands de mode, porcelainiers, tabletiers, orfèvres, bijoutiers et autres merciers et vendeurs de chinoiseries. Donc ces marchands de nouveautés tiennent le haut du pavé. Les épiciers, pour ne prendre qu'un exemple, ont joué un rôle crucial dans l'évolution du statut des boissons exotiques, qui étaient des produits rares et chers, luxueux à la fin du XVIIe siècle, et qui deviennent des consommations ordinaires, qui sont devenues des consommations ordinaires un siècle plus tard, parce que les épiciers, en particulier, ont fait de la santé un argument publicitaire. Les annonces de thé, café, chocolat, je cite, de santé, fleurissent dans la presse et les almanachs de commerce tout au long du XVIIIe siècle. La qualité des produits, la variété, la nouveauté deviennent les maîtres mots d'une presse publicitaire qui a démarré en flèche au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles et qui joue, comme aujourd'hui, sur les significations sociales et culturelles des objets, marques d'identité et de statut. Et j'y reviendrai plus tard aussi. Dans ses travaux, l'historienne anglaise Maxine Berg questionne justement les désirs des classes moyennes urbaines émergentes, avides d'ornements, de nouveautés, de plaisir, mais aussi la mode, le design et un marketing sophistiqué qui permettent de comprendre, pour une bonne part, les changements de la production. Et tout ceci, je vais le reprendre après dans les différentes parties. Les marchandises asiatiques, sur lesquelles l'historienne se penche, offrent en effet une variété de choix et de qualités inconnues jusqu'alors des Européens. Les cotons, la soierie, la porcelaine, les meubles de laque, les paravents, les tables à thé, les papiers peints, les éventails, pour n'en citer qu'une partie. L'essor boutiquier, qui traduit une hausse de la demande et de la production de biens de consommation, est indissociable du contexte de croissance de l'époque, que je vais rappeler en quelques mots. Le XVIIIe est un siècle d'expansion économique qui a des retombées sociales et culturelles fortes. C'est ainsi que, dans la recherche que j'ai pu mener, je n'ai jamais dissocié l'économie de la société ou de la culture. Et donc là, je vais vous retracer très rapidement les grandes lignes de ce contexte économique, social et culturel favorable. Tout est lié, bien sûr, mais je suis obligée de les lister les uns après les autres. Donc je les prends les uns après les autres, ces grandes lignes de contexte favorable. Premier élément, la croissance de la population et de l'urbanisation qui multiplie les centres de consommation. Deuxième élément, l'élévation continue des niveaux de vie au XVIIIe siècle qui permet de penser au superflu. Une fraction de la population
achètent plus, notamment les classes moyennes, urbaines et rurales. Et de ce fait, les modèles de consommation évoluent. L'élévation des importations de tabac, de vin, d'alcool, de coton, de soie, de lin, de sucre et autres produits, dont une partie est réexportée par la France vers les autres pays européens, la part grandissante de ces biens dans les inventaires après décès et dans les stocks de boutiques en sont le signe le plus tangible de ces changements de consommation. Troisième élément de ce siècle de croissance, la baisse des prix des biens de consommation courantes, mobilier, tentures, objets décoratifs, qui permet donc à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Quatrième point, le déploiement du commerce d'outre-mer et l'expansion de l'industrie et l'afflux concomitant de marchandises nouvelles transformées par les producteurs et par les marchands sur place en France en autant de nouveaux besoins tels que café, thé, chocolat, porcelaine indienne. Je poursuis. Cinquième élément, l'amélioration des réseaux de transport qui entraîne toute une série de circulations, sinon toutes nouvelles, du moins multipliées. J'en prends quelques-unes. Sixième trait, une mobilité accrue des populations qui renforce les liens entre villes et campagnes. Et ainsi, les visites des ruraux aux marchés, aux foires et aux boutiques de la ville deviennent des pratiques courantes. Septième point, l'essor des voyages. Et au risque d'employer des termes légèrement anachroniques, mais qui sont parlants, l'apparition du tourisme et l'émergence du shopping. C'est-à-dire, si on le prend, alors vous avez une historienne anglaise qui s'appelle Claire Walsh, et donc c'est vrai que j'ai toute une bibliographie, je ne cite pas à chaque fois pour alléger mon discours, mais je pourrais tout à fait la donner si besoin. Donc ce shopping qui a été étudié par Claire Walsh, qui est une historienne de l'art, qui a fait un PhD sur les voyages et le shopping au XVIIIe siècle. Donc elle a exprimé ça de manière très intéressante. Sa définition à elle, c'est la transformation de l'acte d'achat en une activité socio-culturelle liée au loisir, à la fois divertissante et instructive, ce qui est bien dans l'esprit des Lumières. La boutique, en effet, n'est pas réductible à l'échange économique à l'époque et encore aujourd'hui. On peut en être conscient chacun dans ses propres pratiques. Elle a joué un rôle notable dans la structuration de l'espace urbain, dans les sociabilités, dans l'élaboration d'une image nouvelle de la ville. C'est-à-dire que Paris devient, au XVIIIe siècle, capitale européenne de la mode et du luxe. Et là aussi, j'y reviendrai. Donc, ce rôle notable de la boutique, à tel point que dans le dernier siècle dans le dernier tiers du siècle, un certain nombre de boutiques font partie des itinéraires touristiques de la capitale et sont présentées dans les guides comme des lieux remarquables, je reprends les termes employés par les guides, c'est-à-dire des lieux qui valent le détour parce qu'ils expriment eux aussi l'identité de la cité. Quelques exemples, le magasin anglais, c'est l'enseigne d'un dénommé Sykes, les galeries du Palais Royal, bien sûr, qui sont l'épicentre, on pourrait dire un centre commercial de luxe au XVIIIe siècle, ou encore le très connu mercier bijoutier Granchet, qui a été décrit par Voltaire, dont la boutique a été décrite par Voltaire ou par Louis-Sébastien Mercier, le petit Dunkerque donc, qu'une voyageuse anglaise décrit comme, je la cite, « a great toy shop for adults ». Courir les boutiques, voir les manufactures ou les ateliers fait partie désormais de ce que le voyageur curieux, de ce que l'amateur doit faire à Paris. Et en même temps, le discours sur le shopping souligne les capacités accrues des consommateurs à accéder à un monde de marchandises toujours plus fourni. Huitième, je pense que j'arrive à la fin, oui. Huitième et dernier trait de cette expansion économique du XVIIIe siècle, à la pratique du shopping correspondent des innovations en matière commerciale. De nombreuses pratiques considérées
longtemps comme des inventions du XIXe siècle, étaient déjà répandues au XVIIIe. Je pense à la publicité, aux commis voyageurs, aux vitrines attrayantes, aux salles d'exposition, showrooms, qui sont vraiment pratiques courantes, notamment à Londres. Et bien avant la société de consommation, le consommateur est considéré. Alors le consommateur, je fais juste une aparté, le mot apparaît, et ce n'est pas un hasard, en 1745, donc au milieu du XVIIIe siècle, dans l'ouvrage d'un financier, Claude Dupin, qui a écrit 3 volumes intitulés Économique. Et Dupin a vécu, si je ne me trompe, dans l'hôtel où nous sommes, et je me trompe peut-être, ça faudrait que je revérifie. Il habitait dans un hôtel, en tous les cas, du quai d'Anjou, et à Chenonceau, dans le château de Chenonceau, où fut joué pour la première fois le devin du village de Rousseau. Et donc, le consommateur, au cours du XVIIIe siècle, devint un personnage dont les marchands suscitent le désir et le jugement en matière de goût et de mode. Alors, juste dans un tout autre domaine, vous avez ce même phénomène de jugement critique du consommateur dans les fameux salons qui avaient lieu au Louvre et dont Diderot a écrit. Voilà. Et là aussi, vous avez ce jugement, cette critique de celui qui vient pour consommer les œuvres d'art, par la vue, mais aussi donc cela joue dans les biens de consommation aussi. Donc je me propose de saisir le rôle des marchands dans la circulation des biens et l'accélération des consommations à travers les pratiques des boutiquiers et de certains boutiquiers qui incarnent ce qui a pu faire la renommée de Paris au XVIIIe siècle. Et donc, dans le travail que j'avais fait, je me suis principalement occupée des bijoutiers et des tapissiers. Alors pourquoi ? Les premiers, les bijoutiers, ornent les corps, les seconds ornent les maisonnées. Et ces 2 métiers participent du marché de luxe et ou de demi-luxe qui sont emblématiques de la réussite commerciale parisienne au XVIIIe siècle. Au cœur des échanges, ils animent un triple marché, le neuf, l'occasion, le crédit, qui met en jeu des réseaux, des biens et des clientèles variées. Donc ce qu'il s'agit de montrer, c'est comment des pratiques boutiquières, parfois archaïques, je vais en parler, ont contribué à l'expansion d'un marché de luxe et demi-luxe, essentiel pour comprendre ce lien entre luxe, mode et innovation, qui a donné à Paris une image dont elle garde encore trace aujourd'hui. Dit autrement, c'est se demander quel fut le rôle des boutiquiers dans l'affirmation de la culture de consommation qui marqua si nettement le siècle des Lumières. Je replacerai d'abord le commerce de luxe et demi-luxe dans le contexte socio-économique de l'époque. Vous allez me dire, c'est encore du contexte, oui, c'est vrai. Puis j'étudierai à l'aide de leur livre de comptes comment 2 boutiquiers, un bijoutier joaillier établi rue Mazarine, dans le faubourg Saint-Germain, et un tapissier miroitier installé rue Saint-Honoré, donc dans l'autre beau faubourg, le faubourg Saint-Honoré, et comment tous 2 ont profité de l'essor des consommations et de l'inventivité de la production et participé largement au processus de création et de diffusion des biens qui marque donc fortement Paris dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc j'ai prévu 3 parties, mais bon, je vais faire attention au temps, donc je vais peut-être sauter des bouts au fur et à mesure, je verrai. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter donc cet essor d'une culture de consommation en insistant sur luxe, demi-luxe, nécessité, pour montrer la fluctuation de ces catégories et la fluidité des marchés et la diffusion sociale. Dans un deuxième temps, là, ce sera, je mettrai le projecteur sur le boutiquier à la croisée des marchés, troc, récupération, nouveauté. Et puis enfin, dans un troisième temps, le jeu sur les qualités, les nuances de la culture de consommation. Donc tout d'abord, cet essor d'une culture de consommation en jouant sur ces termes luxe, demi-luxe, nécessité, pour vous montrer en fait la fluidité de ces catégories qui sont perméables. Donc fluidité des marchés, diffusion sociale. Alors la spécificité parisienne, comme je l'indiquais dans l'introduction, c'est la forte empreinte de la cour.
Le mouvement qui est introduit par l'exploitation incessante de nouveaux besoins, animé par la nécessité de tenir son rang, parmi les courtisans notamment, marque profondément la capitale. La pression de cette demande élitaire est prégnante. La consommation aristocratique est essentielle pour comprendre la vivacité des échanges parisiens. Pourtant, elle n'explique pas à elle seule la vigueur de ce marché. Certes, les consommations démesurées des aristocrates touchent à tous les domaines, alimentation, habillement, architecture et décoration intérieure, hippisme et j'en passe. Elles illustrent, ces dépenses, la nécessité du luxe pour ces courtisans qui sont très vite rejoints dans cette course par les élites financières. Et les producteurs, comme les marchands, ont tiré parti de cette obligation de distinction de leurs clients par le lancement incessant de mode. Et les boutiques des marchandes de mode et des marchands de mode, des marchands d'art de la rue Saint-Honoré, qui cristallisent vraiment au XVIIIe siècle le marché du luxe, sont courus par les Parisiens, par les provinciaux et les visiteurs ou étrangers dépensiers. Juste un exemple, la baronne d'Oberkirch, qui a laissé des mémoires qui ont été éditées beaucoup plus tard, au XIXe siècle, strasbourgeoise, profite de ces 3 séjours parisiens dans les années 1780 pour faire à chaque fois la tournée des marchands à la mode. Je cite juste une petite phrase de son journal. « Autres emplettes, quand on quitte Paris, il faudrait des fourgons. » Donc là, on imagine la strasbourgeoise qui part, qui repart dans sa cour avec... elle a fait le plein de toutes les nouveautés. Cependant, les inventaires après décès, étudiés par les historiens, mettent en lumière la présence de multiples biens devenus socialement indispensables à un nombre grandissant de consommateurs. Des céramiques, les tables et commodes, les peignes et rasoirs, les toiles et papiers peints des Indes ou de la Chine, des robes et corsets, les indiennes, les souliers, les redingotes, les chapeaux. Des objets jusqu'alors peu courants se généralisent, comme les livres, le miroir, les services de porcelaine, les tabatières, les boîtes de toutes sortes. Des objets qui sont destinés à des biens apparaissent, donc des couverts, des services de porcelaine, et ce sont des objets qui sont destinés à des usages jusqu'alors inédits, liés aux nouveautés, notamment d'origine coloniale, comme le thé, le café, le chocolat, le sucre ou le tabac. En un siècle, un certain nombre de marchandises importées, comme je le disais précédemment, sont passées du statut de produits exotiques, rares et chers, à celui de produits médicinaux, donc je vous parlais du chocolat ou du thé de santé, puis à celui de consommation ordinaire, du moins pour le sucre, le café ou le tabac. Les producteurs, les négociants, les boutiquiers, les colporteurs ont joué un rôle essentiel dans ce processus. Donc là, je prendrai juste un exemple. Les tissus de coton importés d'Orient ont été, dans un premier temps, comme le café, considérés comme des curiosités et ne sont pas devenus tout de suite à la mode pour l'habillement. Vers le milieu du XVIIe siècle, ces toiles aux couleurs brillantes, les indiennes, puisqu'elles venaient d'Inde, ont été utilisées par une élite restreinte pour la décoration d'intérieur et pour la confection d'habits informels apportés chez soi, comme les robes de chambre. Ce n'est que beaucoup plus tard, on est au milieu du XVIIIe siècle, je pense que vous connaissez ce tableau de la marquise de Pompadour, qui est une robe bleue, un peu bleu et rose, qui est une robe d'indienne. Entre les années 1660 et le début du XVIIIe siècle, les toiles de coton importées d'Orient furent l'objet d'un engouement croissant. Les indiennes deviennent une véritable manie. Elles sont blanches pour la lingerie personnelle ou pour la maison, imprimées avec des motifs brillants pour l'ameublement et l'habillement en ville, surtout en Angleterre et en Hollande, puis en France. Et l'engouement a touché toutes les classes sociales, parce que l'offre était devenue si large et si diversifiée qu'elle satisfaisait toutes les catégories de consommateurs, du noble au bourgeois, du riche au prolétaire. Ce sont les historiens britanniques, là encore, et beaucoup les historiennes, qui ont les premiers insisté sur l'importance de l'expansion du marché intérieur de leur pays entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, expansion qui a donné naissance à la société de consommateurs, je reprends les termes d'une historienne anglaise, John Tursk, en 1978, ou bien à la révolution de la consommation
terme utilisé par un autre historien, Neil McKendrick, en 1982. Bon, les termes sont trompeurs. Cette croissance du XVIIIe siècle ne préfigure pas la société de consommation et la production standardisée. La fabrication en série démarre très timidement au milieu du XIXe siècle. Cependant, comme je le disais, des comportements nouveaux se manifestent plus largement et la consommation régulière de produits manufacturés devient accessible à une part plus importante de la population. Ce qu'il faut retenir, c'est que les mutations ont commencé bien avant la révolution industrielle, la production en usine, et qu'elles reposent, ces mutations, largement sur le dynamisme de la demande. Parce qu'il y a eu pendant un certain temps, si vous voulez, tout ce dont je vous parle a été étudié surtout par des historiens contemporanéistes qui ont vraiment insisté sur l'urbanisation du XIXe siècle et sur la révolution industrielle du XIXe siècle qui serait à l'origine, donc ce serait l'offre qui expliquerait tout. Les historiens modernistes, c'est-à-dire du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, qui ont étudié aussi la question à partir des années 1980, ont dit « Ah ben non, il n'y a pas que l'offre, il y a aussi la demande ». Et donc, eux ont mis plutôt... on fait pencher la balance du côté de la demande. Alors maintenant, on revient un peu... on rééquilibre des deux côtés, offre et demande. Voilà, c'est vraiment les deux jouent. Et dans ce processus, les classes moyennes donc, ont pris une place économique et sociale de plus en plus grande au XVIIIe siècle. Et les classes populaires aussi consacrent une partie de leurs revenus à l'acquisition de ces nouveaux produits, du moins d'un certain nombre, comme les indiennes. Et, alors je vais passer... c'est ce que des contemporains ont observé. Le luxe de bienséance touche chaque condition. Et donc je vous ai mis ici deux citations, l'une donc par le comte de Lubersac et la seconde par le marquis de Jaucourt, c'est un extrait de la définition du terme luxe dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Suivre la mode a le pouvoir de susciter une émulation et c'est un élément central dans les tentatives de définition et d'explication du luxe populaire. Ça paraît comme un oxymore, mais pourtant cela existe bien. Chaque objet est réinvesti, réinventé par celui qui se l'approprie et les marchands en jouent. Les élites urbaines ne sont plus le seul public cible et c'est là un des facteurs essentiels de l'essor des consommations. La large diffusion des biens parmi la classe moyenne, voire la frange supérieure des couches populaires, a donné naissance à une culture matérielle nouvelle qui se développe au XVIIIe siècle, marquée par l'accroissement du superflu, par la confusion des signes et des conditions, par l'obsolescence des objets. Pensez simplement à la porcelaine, vous faites tomber la tasse, elle se casse. Mais ça, c'était inimaginable auparavant, puisque c'était l'étain ou le bois. On le faisait tomber, ça ne se cassait pas, ça se déformait, mais ça ne se cassait pas. Donc cette obsolescence des objets, bref, ce que l'historien Daniel Roche, dans son livre sur le vêtement, a appelé la culture des apparences. Les marchandises nouvelles, qui sont le produit d'industries récentes et qui sont diffusées par des agents variés. Bon, moi, c'est vrai que ça a été les boutiquiers, mais il faut aussi penser aux fabricants, aux manufacturiers, aux inventeurs, aux revendeurs des rues, et j'en passe. Donc ces marchandises nouvelles séduisent de plus en plus de consommateurs par leur agrément et par leur prix. Ce sont donc des tissus de soie mélangée au lieu de soie pure, de la faïence au lieu de porcelaine, de la bijouterie en faux, du strass au lieu de diamant, tombac ou pinchbeck au lieu de l'or, ou bien ce qu'on trouve dans les documents d'époque, le similor. C'est l'orfèvrerie d'argent plaqué au lieu du métal brut, du métal précieux, d'où cette appellation de demi-luxe ou de populuxe, qui sont un terme qui ont été utilisés d'abord par des historiennes britanniques, semi-luxury goods ou populuxe. Les stratégies offensives des manufacturiers, des commerçants, entretiennent la dynamique du changement et hâtent l'évolution. L'innovation technique, la mécanisation, la baisse de qualité permettent la baisse des prix.
Et ce marché du demi-luxe est au cœur du problème de la diffusion des biens parce qu'il brouille deux mondes, le luxe et la nécessité. Des biens plus légers, comme les cotonnades, les soieries, plus fragiles, comme la poterie, moins coûteux, mais renouvelés plus souvent, remplacent les anciens produits solides et durables, comme les ratines lourdes, les bergames ou la vaisselle de métal. Ce sont des biens qui possèdent une haute valeur symbolique, mais qui ont perdu en qualité, d'où un prix plus abordable. Et le consommateur devient un acheteur régulier, d'autant plus que le remplacement de cet objet est hâté par une obsolescence plus rapide, parce qu'il y a la mode, la volonté de distinction, le mimétisme, qui sont soutenus, voire suscités par l'innovation technique et l'inventivité marchande. Et tout ceci impose de nouvelles habitudes de consommation. Et cet essor du demi-luxe, qui se traduit par une augmentation des consommations, est lié au rapide renouvellement des objets, la mode, à leur nouveauté, à leur élégance, aussi bien qu'à la baisse des prix et à de meilleurs revenus. Donc, si je résume, ce succès des produits de demi-luxe s'explique à la fois parce qu'il s'agit de nouveautés et parce que, grâce à leur prix, grâce à leur style, ils correspondent au désir de fantaisie de consommateurs de plus en plus nombreux. Et ces nouveaux biens répondent ainsi au désir de distinction et d'individualité de consommateurs plus divers. Les consommateurs étaient conscients du luxe des nouveaux produits qui exprimaient à leurs yeux le raffinement, le bon ton, la civilité. Les posséder était un signe de goût. Et très tôt, les contemporains ont relevé la diffusion de ces pratiques nouvelles. Alors là, j'ai juste mis à la fin les titres des trois auteurs que je vais citer. Donc les contemporains ont relevé la diffusion de ces pratiques nouvelles. Les uns stigmatisent, les autres exaltent la culture de consommation, et c'est la fameuse querelle du luxe qui court tout au long du XVIIIe siècle, qui a suscité une masse d'écrits, des discours, des pamphlets, des poèmes, des lettres, des articles de journaux, et Rousseau, bien sûr, entre autres, a participé. Voltaire aussi, c'est son poème Le Mondain et la défense du mondain. Vous imaginez bien que Voltaire est d'un côté et Rousseau de l'autre. Rousseau, c'est aucun luxe. Voltaire, c'est justement beaucoup de luxe, d'autant qu'il était actionnaire de la Compagnie des Indes, donc il avait franchement intérêt à ce qu'il y ait du luxe. Là, je vous ai pris des auteurs anglais, trois auteurs pour changer un peu. Daniel Defoe, qu'on connaît mieux pour Robinson Crusoe, mais qui a écrit A Plan of the English Commerce en 1731, Postlethwaite, et puis le troisième qui est Adam Smith. Et donc Defoe et Postlethwaite ont clairement mis dans leurs écrits en relation culture de consommation et classe moyenne. Et pour Postlethwaite en particulier, les bas prix et l'élégance des produits jouent un rôle essentiel dans la croissance des consommations. Donc c'est très intéressant de voir à quel point les contemporains penseurs économistes ont bien compris ce qui se passait à leur époque et l'ont bien décrypté et analysé. Adam Smith, dans la théorie des sentiments moraux, insiste sur les nouvelles valeurs esthétiques à l'origine de ce désir pour les biens de consommation, les couleurs, les formes, la variété, la rareté, l'élégance, la finesse, etc. Et les boutiquiers, eux aussi, ont bien saisi le brouillage des signes et des sens qui fait le succès de ces nouveautés. Et leur réussite commerciale dépend de leur dextérité à jouer sur la variété des objets et les qualités. Et c'est un jeu qui se joue là sur les matières et les mots. Alors des mots que j'ai traqués dans les registres de compte, le jeu entre le fin et le faux, le neuf et le vieux. Et tout ceci repose sur des pratiques commerciales, professionnelles, le troc, la revente, le crédit, l'occasion, des pratiques qui sont empreintes d'archaïsme, de tradition et de modernité. Et j'en viens donc à ce deuxième temps sur le boutiquier à la croisée des marchés, troc, récupération, nouveauté. La culture de consommation qui se développe au XVIIIe siècle, je l'ai déjà dit, n'est pas synonyme de société de consommation. La mode et ses nouveautés sont impérieuses.
l'objet moins coûteux n'est plus rare, il devient même cassant, mais en même temps, il reste un bien précieux, souvent unique, qui ne se jette pas, qui est conservé, entretenu, échangé. Et les livres de comptes des boutiquiers mettent en lumière cette dualité, la dualité du travail, c'est-à-dire faire durer de vieux objets, en diffuser des neufs. Et les livres de comptes montrent la polyvalence des boutiquiers, qui sont à la fois innovateurs et conservateurs, ce qui signale la coexistence de pratiques de possession nuancées. Innover, inventer de nouveaux produits, transformer, mais en même temps conserver, entretenir, réparer, recycler. Autant de façons d'allonger la durée de vie, mais aussi de rafraîchir et de remettre au goût du jour un article démodé. Par la revente et le troc, les boutiquiers participent, je vais le montrer, au vaste marché de l'occasion, comme le font les colporteurs et les revendeurs. Ces pratiques ancestrales, largement partagées, ont des retentissements inédits parce qu'il s'agit d'un secteur de pointe, le luxe, caractérisé par une clientèle aristocratique et par des objets d'une haute valeur matérielle et symbolique, comme des bijoux, de l'argenterie, du mobilier, des bibelots. C'est ainsi que des pratiques anciennes, voire archaïques, comme le troc, peuvent contribuer à l'expansion d'un marché nouveau, le demi-luxe, sans lequel on ne peut comprendre cette explosion des consommations au XVIIIe siècle. Donc ce qu'il faut saisir, c'est le lien entre la circulation des objets, les pratiques de vente et la culture de consommation. Alors je commencerai par le tapissier, qui est à la fois... je ne vais pas en parler tout de suite de ceci, mais le tapissier est à la fois donc marchand et artisan. Il est inventeur, il est réparateur et troqueur. C'est un décorateur d'intérieur qui diffuse un nombre invraisemblable d'objets à la mode auprès d'une clientèle riche et exigeante, mais il fait circuler en même temps, pour une clientèle élargie, une marchandise d'occasion à prix plus modéré. Je m'explique. Une grande part de l'activité du tapissier est consacrée à réparer le mobilier, à entretenir, à réaménager ou à rénover les intérieurs. C'est la face artisanale du métier qui s'étend de la réparation d'un vieux meuble à la décoration entière d'un hôtel particulier ou d'un château. C'est ce que j'ai vu dans le livre de comptes du tapissier que j'ai étudié particulièrement. Et les termes sont nombreux et précis. Je les cite. Avoir réparé, raccommodé, refait, rendu solide, repoli, replaqué à neuf, avivé, recousu, recouvert, regarni. Bon, je passe. Le tapissier, à l'époque, ne fabrique pas à proprement parler le meuble. Il travaille sur le meuble construit par le menuisier, par exemple un bois de lit ou un bois de fauteuil. Et lui, son travail, c'est de le façonner de manière à le rendre utilisable. C'est-à-dire qu'il va le rembourrer de paille, de crin, le garnir de tissu, poser des roulettes, etc. Puisqu'à l'époque, vous avez une division du travail telle que le tapissier n'est pas menuisier. Donc il enjolive le meuble, puis il le vend. Le tapissier organise aussi à l'époque les déménagements. Il décore les intérieurs. C'est-à-dire qu'il vend des cheminées, des glaces, des flambeaux, des lustres et autres girandoles. Il loue aussi beaucoup des lits, des meubles de salon, des paravents, des lustres, au mois, à l'année ou pour une soirée. Et donc là, c'est ce que je vous ai mis comme citation. Donc la location de meubles pour une soirée par le conseiller d'État Moreau. Alors c'est assez rigolo parce qu'on sent que le conseiller d'État veut en mettre plein la vue. Vous voyez... il y a un moment où il met avoir à la galerie accrocher les tableaux et estampes autant qu'il en a pu tenir. Donc là, on sent que vraiment, mais c'est une soirée. Et là, c'est le tapissier qui fournit tout ceci. Alors, cette pratique de location que j'ai découvert en lisant ces registres, et donc qui est une pratique largement partagée, quelle que soit l'appartenance sociale. La location peut en effet être une manière plus économique de meubler son intérieur ou de s'adapter constamment au goût du jour.
de décorer un appartement provisoire, comme le font couramment les aristocrates lors de leur grand tour et lors de leur passage à Paris. Et il peut s'agir aussi d'emprunts éphémères à l'occasion d'une réception pour éblouir. De son côté, le bijoutier, lui aussi, raccommode ou fait accommoder, je cite les termes, remonte ou fait remonter, fait refaire, nettoie, refait, change, remet à neuf, mais en même temps, il sait aussi inventer. Exemple, souvenir d'or émaillé, convenu qu'il l'enrichirait. Donc là, il y a la part de création du bijoutier. Et ces marchands échangent des articles, je cite, à la dernière mode, comme, je cite encore, de hasard. Et le terme de hasard veut dire à l'époque d'occasion. Le mot occasion n'existe pas. Et jouer sur les deux tableaux est une pratique courante. Si je pars du livre d'achat du bijoutier, quel objet acquiert-il ? Des chaînes, des montres, des cannes, des bagues, des bracelets, des boutons, des boucles, des étuis, les marchandises habituelles d'un bijoutier. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il achète un bon nombre d'objets usagés, voire détériorés. Et là, ce sont les adjectifs qui m'ont mis la puce à l'oreille. Une chaîne mauvaise, de mauvais brillants jaunes. Alors, il faut savoir que la couleur jaune, effectivement, c'est mauvais signe. Des bagues de peu de valeur, c'est toujours des termes pris dans les registres. Une boîte d'or cassée, des cannes et des montres très faibles, une vieille clé, une vieille pendule, de la vieille argenterie, des breloques en mauvais état, un mauvais saphir, etc. Alors, c'est les vendeurs qui présentent ces objets sont souvent des particuliers en quête de liquidité. Cependant, la recherche de liquidité n'explique pas tout. À la fin du XVIIIe siècle, comme un siècle auparavant, des marchandises continuent de servir de moyen de paiement ou bien de gage au crédit. Donc, je vous ai mis là des exemples sur le troc comme moyen de paiement. Et j'ai pris des exemples, donc toujours extraits des livres, des registres de comptes, des deux, donc du bijoutier et du tapissier. Cela veut dire que le boutiquier accepte d'être payé en partie en troc et de fait, la plupart des paiements sont mixtes. Argent, billets, c'est-à-dire qu'on va payer plus tard, ou troc, comme le révèlent donc les registres de vente des deux marchands étudiés. Cette pratique, payée avec des marchandises, communément admise, reste vivace au XVIIIe siècle. Les dictionnaires du temps ne marquent aucune répugnance face au troc, qui est simplement synonyme d'échange non monétarisé. Je vous cite à nouveau le dictionnaire universel de commerce de Savary des Brulons. Échange d'une chose contre une autre. Un marchand dit qu'il a troqué une marchandise contre une autre pour dire qu'il n'a point déboursé d'argent, qu'il ne s'est donné que des marchandises de part et d'autre. L'usage touche particulièrement l'aristocratie, grande consommatrice et donc grande pourvoyeuse d'objets de luxe. Ceci posé, la pratique du troc n'est pas réservée aux nobles ni à l'échange de vieux contre du neuf. Ça peut être pour le boutiquier aussi une façon d'alléger son loyer. Exemple, petite montre d'or, double boîte d'or, à déduire sur chaque terme jusqu'à définition du paiement. Donc là, le boutiquier se fait payer, paye son loyer, bref, ou bien se fournir en cidre, etc. Pour le noble, fashion victime, à l'affût des nouveautés, le troc est un moyen de payer en se débarrassant d'un produit ancien, périmé. Donc là, je vous ai mis juste 2 exemples, mais j'en avais beaucoup plus. Donc, se débarrasser d'un produit ancien qui a cessé de plaire pour une raison ou une autre. C'est un moyen commode, là, d'échanger du vieux contre du neuf en limitant les dépenses. Pour le marchand, c'est une façon très économique de s'approvisionner et de répondre ainsi à une demande plurielle. Et c'est ainsi que le troc, qui est une forme particulière de redistribution due à la surconsommation aristocratique et au mode de paiement de l'époque, alimente le marché d'occasion de luxe. Il permet aux Parisiens moins fortunés de suivre l'évolution du goût. Les nouveautés, qui dès lors ne le sont plus tout à fait, se diffusent aussi par ricochet. Et je reprends à nouveau une phrase de Fernand Braudel. Il n'y a pas d'histoire simple, linéaire du développement des marchés. Ici, le traditionnel, l'archaïque, le moderne, le très moderne se côtoient.
Ces pratiques d'échange non monétarisées soulignent la flexibilité d'un marché qui autorise, parallèlement aux innovations comptables ou techniques du temps, comme l'extension des banques ou de la partie double, mais qui autorise en même temps les archaïsmes comme les paiements en nature. Ces pratiques marquent aussi l'attention des entrepreneurs, des marchands aux consommateurs. Cet échange de nouveaux et d'anciens biens stimule la production et la circulation grâce aux boutiquiers qui acceptent d'être payés en biens usagés pour les marchandises neuves qu'ils vendent. En témoignent les annonces publicitaires. Donc, je vous ai mis quelques annonces publicitaires sur le troc, le neuf et le hasard dans les almanachs de commerce pour vous montrer à quel point c'était banal. Donc, je n'ai pas le temps de les lire, mais vous pouvez le faire tranquillement pendant que je continue. Alors, ce processus associe une vieille tradition, le troc, à l'innovation, puisque ce paiement en nature élargit le choix et convie un plus grand nombre de consommateurs à participer au marché. Et ce même phénomène d'élargissement du marché a pu être observé par certains historiens avec le vol de vêtements ou la revente. Ainsi, ce que divulguent les registres d'un tapissier et d'un bijoutier, c'est que, comme les vêtements, les flambeaux, bijoux, breloques passent de main en main par leur intermédiaire et participent aussi bien que les vêtements aux transformations de la consommation. Ces registres révèlent l'amalgame des qualités et des désirs, mais aussi, jusqu'à un certain point, celui des conditions. Et dans la boutique, l'improbable équation nouveauté, classe supérieure, occasion, classe inférieure, vole en éclats. L'occasion ne veut pas forcément dire, par ailleurs, marchandise de piètre qualité. Alors, je crois que j'avais quelques exemples là-dessus. Oui. Hop, donc des marchandises d'occasion et mode, pour vous montrer, à nouveau, ce sont toujours des publicités, pour vous montrer à nouveau qu'on peut parler de marchandises d'occasion. Ben si, le terme occasion existe, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Marchandises d'occasion les plus à la mode, et à juste prix, bon, ça, c'est à voir. Donc, comme l'a noté Daniel Roche, à propos du vêtement, entre boutique et revente, la perméabilité est une constante des marchés et des pratiques. Et j'en viens à mon troisième temps, le jeu sur les qualités et les nuances de la culture de consommation. Des historiens de l'art, comme en France Guillaume Glorieux ou en Angleterre Caroline Sargenson, ont montré la prodigieuse hétérogénéité des centaines d'objets entassés dans les boutiques des grands merciers parisiens. Objets de bronze et de cristal, meubles, porcelaines, sculptures, tableaux, pendules. La réussite marchande repose sur cette aptitude à répondre aux attentes particulières de clients divers, à anticiper l'évolution du goût, bref, à créer la mode en inventant sans cesse. Les stars du marché du luxe et du demi-luxe parisien, Gersaint, Lazare Duvaux, Hébert, Poirier et Daguerre, Granchès, Henbert, pour ne citer que les plus connus, sont activement secondés par de nombreux marchands anonymes, comme ceux que j'ai pu déterrer dans les archives, qui sont moins connus, moins talentueux, sûrement moins puissants, mais qui ont fortement contribué, eux aussi, à la diffusion sociale de ces nouveaux modèles de consommation. Bon, je passe un petit peu sur l'étude sur des livres de comptes, mais il montre deux choses. D'une part, il montre l'hétérogénéité d'une clientèle qui ne se confond pas avec les traditionnelles élites. Et d'autre part, ces registres montrent l'éventail très ouvert des objets et des prix, indice de cette adaptabilité marchande à une demande mobile. Et c'est sur ces deux temps que je vais poursuivre, donc cette hétérogénéité de la clientèle, mais là je vais aller très 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 vite. Je vais juste vous mettre ce tableau-là. Donc ce sont les clients du tapissier et du bijoutier. Alors je suis obligée de descendre un peu pour vous montrer que c'est en bas qu'ils sont. Ce qu'il faut noter dans cette hétérogénéité de la clientèle de ces deux boutiquiers, c'est la présence écrasante de l'aristocratie et de la marchandise.
qui représentent à eux seuls plus des 4/5 de l'ensemble. Ce sont donc les deux groupes sociaux les plus impliqués dans les nouvelles consommations. Et ce qui est intéressant, c'est que le tapissier et le bijoutier, loin de se spécialiser dans le haut de gamme, avec pour cible une clientèle étroite et richissime, visent un marché élargi en jouant sur les qualités et les prix pour attirer des consommateurs d'origines diverses, nobles et bourgeois. Et donc la distinction, la segmentation des marchés, le clivage social sont brouillés. Et c'est ce que je disais, quand dans la boutique se croisaient les conditions. Donc les aristocrates, les marchands et les artisans sont de loin les plus nombreux, mais sont aussi présents des employés, commis, huissiers, des dépendants de maisons nobles, des procureurs, des notaires, architectes, négociants, fabricants, etc. Seules les classes populaires sont absentes des registres que j'ai pu étudier. Ces acheteurs dissemblables, aux fortunes et aux dépenses inégales, aux pratiques et aux désirs de consommation divers, sans forcément être disparates, révèlent les nuances de la culture de consommation propre au XVIIIe, sur quoi je vais m'arrêter maintenant. Et je vous ai mis là, sur cette feuille-là, enfin cette slide, j'ai le mot anglais mais pas le mot français qui me vient à l'esprit, donc des exemples d'achats de luxe et de demi-luxe que j'ai pris dans les livres de comptes du bijoutier au bourg pour vous montrer ces goûts mêlés, justement, de l'aristocratie et de la bourgeoisie, et pour vous montrer qu'un aristocrate peut acheter des objets peu chers et qu'un marchand peut acheter des objets très chers, et donc que tout se mêle dans cette boutique. Donc ce dernier temps sur la variété des objets, des qualités et des prix. La relative diversité de la clientèle, qui va donc de la moyenne bourgeoisie à l'aristocratie, repose sur la politique commerciale des deux boutiquiers qui partagent une vision étendue du luxe et du demi-luxe. La diversité de l'offre s'exprime de multiples façons, par les types d'objets bien sûr, mais aussi par le style, l'ornementation, les matériaux, la taille, le poids, si bien que d'un bien à l'autre, les prix changent considérablement pour un même bien. La variété des produits distribués est un premier facteur d'hétérogénéité. Je prends d'abord le cas du tapissier. Entre le plus bas, c'est 10 sols, enfin 10 sous, c'est rien, dépensés par un vitrier. C'est une attache en cuivre pour un chandelier de musique, et les 11 000 livres dépensés par le marquis de Trémouville pour l'ameublement de son hôtel parisien, l'éventail est large. À la variété des objets peut répondre la diversité de la clientèle. Et les articles qui sont compris entre 1000 et 2000 livres, pièces, mêlent les acheteurs bourgeois, nobles et aristocrates. Au-delà règne la noblesse et la haute bourgeoisie. Et dans la durée, bien sûr, les aristocrates sont les plus dépensiers. Mais l'acte d'achat, hier comme aujourd'hui, on le sait bien, ne dépend pas seulement de la fortune et des revenus. Le désir de suivre la mode, l'investissement symbolique, le paraître, entrent aussi en ligne de compte. Et à l'occasion, un artisan, un boutiquier peuvent débourser autant, sinon davantage, qu'un aristocrate. Et de son côté, celui-ci ne choisit pas nécessairement les biens les plus coûteux, tout dépend de l'objet et de son usage. Et la bourgeoisie, de son côté, succombe aux modes et aux nouvelles normes de confort et peut y mettre le prix. Et j'avais l'exemple des Berthoud. Alors les Berthoud, c'est une dynastie connue, horloger talentueux et reconnu, qui incarne la réussite sociale de la bourgeoisie artisanale, et leurs choix de consommation en sont un reflet. Mais bon, je n'ai pas le temps d'en parler davantage. Et, hop. La variété des objets est moindre chez le bijoutier. Les prix sont plus élevés, mais le choix reste large. La boutique est ouverte, là aussi, aux aristocrates et aux bourgeois. C'était la page précédente. La pluralité des objets n'est qu'un des aspects de la diversité du stock de marchandises. Le second facteur de variété de l'offre tient à la qualité des produits que traduit l'échelle des prix, du bas, si l'on peut dire, au haut de gamme. Et je vous ai mis ici des exemples d'objets, de prix d'objets de luxe et de demi-luxe pour vous montrer l'étendue
des prix et du choix. Les prix, donc je ne reprends pas parce que faute de temps, mais les prix sont très étendus. Donc ça peut aller de 4 livres à 5600 livres pour une bague. Donc vous vous rendez compte là que beaucoup de monde peut accéder à la boutique du bijoutier, ou de 12 livres à 3300 livres pour une montre, etc. Donc là, cela dépend de la plus ou moins grande richesse des matières et des ornements. Et la gamme peut aller du simple, de l'ordinaire, au luxueux, en passant par d'innombrables nuances. Le tapissier Lowe, donc je vais passer à celle d'après, pour vous montrer donc des meubles de luxe et de demi-luxe, donc extraits du registre du tapissier. Le tapissier insiste beaucoup dans ses registres sur le style et les matières, sur les bois et les bronzes. Il parle d'objets à la moderne, à l'anglaise, à la Chine, à la reine, à la dauphine, à la dartois, ce qui s'oppose à l'ordinaire ou au hasard dans le choix qu'il propose. Et le boutiquier de la rue Saint-Honoré se tient au courant des modes et offre des tables à l'anglaise, je vais vous dire tout ce qui est anglais, du cristal bleu anglais, du taffetas vert anglais, du vernis, du papier anglais, des tabourets, des fauteuils, des bergères, des chaises garnies à l'anglaise. Bon, les tables à la Tronchin. Alors Tronchin, c'est un médecin qui a été célèbre et qui est venu à Paris dans ces années, début des années 80. Et aussi la Chine, meubles de satin peint à la Chine, vernis de la Chine, couleur antique, puisque à la fin du XVIIIe siècle, c'est le mirage antique. Et donc là aussi, les boutiquiers surfent vraiment sur ces modes-là. Une paire de flambeaux de cuivre argenté, mode à la dartois. Alors cette mode à la dartois revient souvent dans les publicités de journaux et puis dans les registres de comptes. Alors c'est intéressant puisque ça montre donc la vogue, à la fois la vogue des produits anglais et la vogue ou des flambeaux à la dartois, est révélatrice du rôle toujours très fort de la cour et de l'aristocratie dans le lancement des modes et la récupération qui en est faite par les marchands. Le modèle de flambeau qui avait été fourni au comte d'Artois fut aussitôt imité par le mercier dont je vous ai rapidement parlé, Grandchaise, qui s'empressa d'annoncer la nouveauté inspirée de la mode pour l'antique. Je cite la publicité qui est parue dans le Mercure de France en 1777. « Petit flambeau, forme d'athénienne en albâtre et bronze doré au mat. Les premiers ont été présentés et vendus à Madame la comtesse d'Artois. Boucles, argent et or, supérieusement ciselés, imitant les diamants, modèle de Monsieur le comte d'Artois. » Et donc ça, ce modèle destiné au comte et à la comtesse d'Artois a été repris très vite par d'autres marchands. Hop. Les bois d'origine coloniale ou européenne sont d'une grande variété chez le tapissier. Donc il y a de l'ébène, de l'acajou, citron, palissandre. Bon, je suis obligée de sauter parce que le temps passe. Et qui explique donc la variété des prix proposés. Et ces prix sont encore plus variés chez le bijoutier que chez le tapissier, tant la gamme est étendue pour un même type d'objet. Et j'avais pris l'exemple pour terminer. Si j'ai encore 5 minutes, vous me dites non, j'arrête, ou j'ai encore 5 minutes. Oui. Sur les montres vendues par le bijoutier. Donc chaque article, qu'il s'agisse de bagues, de boîtes, de tabatières et autres montres aussi, pourrait faire l'objet d'une monographie. Donc j'ai pris l'exemple de la montre parce que c'est l'objet typique de luxe, demi-luxe, et un objet qui a connu un très grand succès au XVIIIe siècle. Donc un produit typique du marché du demi-luxe qui illustre la vitalité de la production du secteur. Les montres étaient portées par une chaîne ou au cou ou à la taille, rangées dans des boîtes ciselées avec art. Ce sont de véritables bijoux, ornés par des orfèvres, des lapidaires, des joailliers, des graveurs ou des émailleurs. Et un jour, si vous ne le connaissez pas déjà, si vous allez au Victorian and Albert Museum à Londres, je vous conseille vraiment la galerie qui a été refaite il y a quelques années, qui montre justement des montres et des boîtes de montres du XVIIIe siècle. C'est extraordinaire. Le bijoutier donc vend lui aussi
ces montres. Et sur une dizaine d'années, de 1773 au début des années 80, il en a distribué près de 1900, ce qui est énorme. Et à l'époque, les horlogers, justement, étaient très mécontents de cette concurrence qu'ils estimaient déloyale, c'est-à-dire que des montres soient vendues par des non-horlogers. Je passe là encore. Les descriptions d'Aubourg font naître une myriade une infinité de variations qui sont liées tant à la technique, bon là j'interviendrai pas sur la technique, qu'à la décoration. Donc là je vous ai mis juste 2 exemples de montres, là pour le coup objets de luxe, plus que 1000 livres et 3500 livres. Et bon, je passe aussi toute l'étude que j'avais fait sur les prix, peu importe. L'objet montre reste un produit cher, mais il n'est plus inaccessible. Et on comprend mieux la déclaration de Savary des Brulons dans son dictionnaire universel du commerce. L'usage universel des montres dispense de faire la description de ce qu'est une montre et des différences considérables entre elles. Sa large pénétration témoigne d'une distribution plurielle, justement grâce au marché du neuf et de l'occasion. Et ce bijou de la montre, dont je vous montre justement une boîte de montres, vogue entre luxe et nécessité. Et je viens à ma conclusion. Pour comprendre cette intensité de la diffusion des modèles et des biens, il vaut mieux donc renoncer au clivage. La perméabilité est une constante des marchés et des pratiques, et cela vaut toujours aujourd'hui. Dans la boutique, le neuf et le vieux, l'ancien et le moderne, l'uni et l'enrichi, je reprends des termes des registres, s'entrecroisent par l'entremise des marchands, qui sont des traits d'union entre des marchés inséparables, perméables, fluides. Les nouveautés se sont diffusées non seulement parmi les élites, qui étaient bien sûr les premières visées, mais aussi parmi les classes moins fortunées. Il en va de même des consommateurs qui sont unis dans le même désir de fantaisie, de luxe et de nouveauté, même s'ils s'expriment différemment. Les boutiques ont été un élément central dans ce processus. Elles offrent à des consommateurs divers et de mieux en mieux informés des gammes de produits et de prix considérablement élargies. Et grâce à leur grande diversité de leur offre, les boutiquiers ont convié à un élargissement du marché inédit qui a contribué à brouiller les frontières sociales. Soutenu par le crédit, dont je n'ai pas parlé, et par le troc, le marché du luxe, précisément parce qu'il implique un renouvellement incessant des objets, porteurs de rêves et de lumière, ce marché du luxe entraîne l'essor des marchés de l'occasion, de l'ordinaire et du demi-luxe jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.